Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue encore une fois dans notre cycle de conférences à l'Université citoyenne organisé par HEM et que vous soyez de Rabat, de Tanger, de Marrakech, de tout le Maroc, vous êtes bienvenus et merci d'être aussi nombreux à être parmi nous. Alors aujourd'hui, un sujet qui nous intéresse tous, petits et grands, et d'ailleurs la corona, elle a un bienfait peut-être, c'est celui d'accélérer ce secteur, on va dire, le secteur bien sûr évidemment du digital. Ben, effectivement, Corona, par exemple, pour le Maroc, a pris plus ou moins 2 ans ou plus des années et des années d'accélération, et le Maroc est devenu un peu pionnier dans ce domaine. Et nous avons jugé utile et nécessaire de traiter un petit peu ce sujet, et bien sûr le lier au marketing, parce que simplement, on est tous accrochés à nos téléphones, on est tous accrochés à nos PC, au travail, à la maison. Et ben forcément, il faut un petit peu revenir sur les fondamentaux du marketing digital. Aujourd'hui, nous avons avec nous une sommité, il s'appelle Mourad Sbeti. Monsieur Hermèche, entre parenthèses, il n'a pas pu se présenter pour des raisons familiales, mais en tout cas, on a un monsieur, un grand, un seigneur du marketing. Moi, je l'appelle le gourou du marketing carrément. Monsieur Mourad Sbeti, merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Merci, c'est Adil, c'est gentil. Franchement, c'est un plaisir c'est plus qu'un ami, monsieur Sbeti, c'était un professeur aussi. Alors vraiment, c'est un privilège et un honneur de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci. Merci, Adil. Alors, Merci. Mourad, merci à vous. Alors, Mourad Sbeti est professeur d'enseignement supérieur, entre autres à HEM, Université Mohamed V, consultant manager, il est formateur coach, auditeur certifié RCA, et expert en marketing et en stratégie, 25 ans d'expérience en formation, animation, coaching et 22 ans dans le conseil et l'audit, et j'en passe de son expérience professionnelle. En tout cas, Monsieur Mourad est un grand orateur. Et je pense que même la journée ne suffira pas pour traiter ce sujet. Et, je vous souhaite une bonne séance et à tout à l'heure, mesdames et messieurs. Monsieur Mourad, à vous la parole. Merci, merci Saïdib. Donc, je vais partager mon écran rapidement. Parfait. Alors, est-ce que le partage est bon? Oui. Parfait, Oui. très bien. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, très content d'être avec vous cette matinée. Alors, nous sommes effectivement pour traiter une thématique d'actualité qui a pris 10 ans plus d'ampleur pendant cette triste période que nous avons vécue, qui est effectivement le marketing digital. Effectivement, au Maroc, on va avoir l'occasion d'en parler beaucoup. Ce sont disons, des pratiques marketing qui prennent place de plus en plus au sein des entreprises. Alors, cette matinée, effectivement, on va avoir l'occasion d'aborder, disons, les fondamentaux. Le marketing digital est un océan de pratiques et d'enseignements. Donc, on va concentrer l'essentiel de mon intervention sur un certain nombre de concepts, des enjeux, des solutions. On essaiera de prendre des exemples d'illustration au fur et à mesure de l'avancement. Et puis, on essaiera certainement, à travers les questions que vous allez pouvoir poser à la fin, de répondre à des points bien précis sur lesquels je pourrais revenir avec plaisir. Alors, sans trop tarder, je voudrais juste pouvoir commencer, vous poser une question, juste histoire de vous mettre un peu dans le bain. Imaginez que vous passiez 40% de votre vie éveillé sur Internet. Imaginez si vous avez une moyenne de 9h45 connecté par jour, d'accord, en permanence. Imaginez que vous passez 100 jours de votre temps sur Internet par année. Alors, c'est des chiffres qui me paraissent effectivement impressionnants et assez hallucinants, mais croyez-moi, tout ça est vrai. Tout ça prend de plus en plus d'ampleur et donc, pour mettre un peu dans le bain, disons, de la thématique de marketing digital, on va se rendre compte effectivement que notre présence dans ce monde digital, sur Internet, sur les réseaux sociaux, prend de plus en plus de poids dans notre vie. Regardez, la preuve, c'est que je suis certain que tous, sans exception, depuis ce matin, vous avez probablement déjà commenté votre mur Facebook, vous avez certainement partagé des photos sur Snapchat, vous avez certainement consulté votre WhatsApp, d'accord? Donc, ça, disons, c'est devenu un rituel chez tout un chacun, et on se rend compte qu'effectivement, Internet, le digital de manière générale, prend de plus en plus de place dans nos vies respectives. Et je vais vous poser une question. On va se concentrer un petit chouïa sur Facebook. Si je vous dis qui sont les clients de Facebook, alors certainement vous allez me dire, c'est nous, nous partageons nos informations, nous partageons nos données, donc c'est nous les clients Facebook. Eh bien, c'est faux. Facebook vend d'accord, à des publicitaires la possibilité d'inonder ses utilisateurs de toutes sortes de publicités. En haut de l'écran, à droite, à gauche, sur la tablette, sur le smartphone, sur tous les supports que vous utilisez, partout. Au fait, le client de Facebook, ce sont les annonceurs, ce sont les entreprises. Nous, mes amis, nous sommes le produit. Nous ne sommes pas le client, nous sommes le produit. Et aujourd'hui,
mais structures telles que Facebook, vous le savez mieux que moi, partagent justement nos vues, partagent d'accord nos informations que nous donnons bien volontiers d'ailleurs, que nous partageons nous-mêmes bien volontiers, que nous likons, etc. À ces annonceurs. Alors, plus encore, au-delà de Facebook, aujourd'hui, on ne se rencontre plus dans les cafés comme dans mon temps à moi, on va se rencontrer sur Tinder, on ne va plus aller au cinéma, mais on va aller sur Netflix, sur Chill, on ne va plus féliciter, mais on va liker. La télévision a totalement été remplacée par YouTube ou par d'accord la VOD, la vidéo sur demande. Donc tout ça, on se rend compte que finalement, tout ça a impacté de manière assez conséquente et le digital, encore une fois, est de plus en plus présent dans nos vies, dans nos quotidiens et notre comportement d'achat en tant que consommateur a énormément évolué. Et c'est justement dans ce cadre-là que le marketing digital va pouvoir se placer de manière intéressante parce qu'on va se rendre compte que les entreprises ont l'obligation, n'est-ce pas, de se positionner par rapport à ce changement de paradigme et de mode de comportement du consommateur. D'accord? Alors, regardons deux, trois choses ensemble. Si je vous dis aujourd'hui pour partager des informations, en 2021, écoutez bien, sur l'ensemble des réseaux sociaux, les 10 premiers réseaux sociaux classés dans le monde, on a Facebook, qui se vante de 2,895 milliards d'abonnés, on va dire comme ça. YouTube, on est à 2 milliards et des poussières. Et on a effectivement WhatsApp, Instagram, Facebook, d'accord, Messenger, TikTok qui est de plus en plus présent aujourd'hui. Donc on a quand même une présence de plus en plus des réseaux sociaux avec de plus en plus d'utilisateurs. En termes de pénétration de ces réseaux sociaux, on a quand même des choses assez hallucinantes. On se rend compte que les réseaux sociaux, par exemple, à travers le monde, sont présents à 79% en Europe de Nord et en Europe de l'Ouest, pardon. Et si je vais directement vers des pays qui les intéressent plus, en Afrique du Nord, on est à un taux de pénétration des réseaux sociaux de 45%. Donc ça peut dire qu'il y a encore certainement des choses disons intéressantes à venir. Quand on se concentre sur le Maroc précisément, vous allez voir, là tout ça va vous mettre davantage dans le bain, vous allez vous rendre compte que là je suis en train de me situer en janvier 2021, juste pour vous situer. Bon, tout ça, ces chiffres-là évoluent très très vite. Et vous pourrez bien sûr retrouver tout ça sur Internet facilement. Mais écoutez bien, à janvier 2021, il y avait 22 millions d'utilisateurs, d'accord, marocains utilisant les réseaux sociaux, avec une progression de plus de 22% par rapport à 2020. Donc on a une nette progression, d'accord. Ça représente 59% d'accord de la population totale, ce qui est en soi énorme. D'accord. Vous avez effectivement 98,9% pour être plus précis, qui accèdent à ces réseaux sociaux à travers les mobiles. D'accord. Le mobile constitue aujourd'hui le dispositif, le plus utilisé par les utilisateurs marocains, d'accord. Vous avez également une répartition homme-femme assez intéressante, donc il y a plus en moyenne de jeunes de 25 à 34 ans, voilà, d'hommes plutôt que de femmes, et on a un ensemble d'informations assez intéressantes, comme le temps moyen utilisé par jour sur les réseaux sociaux de 2h29. Tout ça, c'est assez hallucinant, et donc ce qui dénote encore une fois de la place que prend le digital, et vous allez voir, le marketing devra forcément s'inscrire un peu dans la suite de tout ça. Quand on est dans la partie disons, audience atteignable par les annonceurs, c'est-à-dire comment les annonceurs arrivent à toucher leur cible. Je rappelle, nous, utilisateurs, c'est la question de produit. Principalement, ça va être à quasiment chiffre égal en millions, d'accord, principalement Facebook et YouTube. On va retrouver ensuite après, d'accord, d'autres supports. Alors assez paradoxalement, des supports entre guillemets de réseaux sociaux plus professionnels, je pense à LinkedIn par exemple, et ne représente que, en termes d'impact des annonceurs, que 3 millions d'individus. Okay. Classiquement, pour finir cette partie-là, les applications les plus téléchargées, vous allez retrouver WhatsApp classiquement, Facebook, Instagram, etc., qui constituent l'essentiel des applications mobiles téléchargées par les Marocains. Voilà, ça vous donne un petit peu le cadre global, un petit peu de notre, disons, le panorama général de l'utilisateur des réseaux sociaux au Maroc. Alors, rapidement, peut-être aussi sur un chiffre qui va peut-être certainement vous amuser, quand on voit ce qui se passe en 60 secondes en 2021, c'est assez hallucinant, en une minute de temps. D'accord. Tout ça, on met sur des moyens, d'accord. On va se rendre compte qu'il y a quand même énormément de chiffres intéressants. On a 28 000 abonnés en ligne, on a, d'accord, 9 132 connexions qui sont faites, d'accord, sur LinkedIn. On a, d'accord, en termes de mails, quelque chose comme 197 millions de mails envoyés. Donc, on a des chiffres hallucinants par minute, les amis, par minute. Et donc, tout ça, encore une fois, pour pouvoir mettre l'action davantage sur, disons, la place que prend le digital, l'Internet, que prennent les réseaux sociaux, on va y arriver, dans nos vies au quotidien.
Alors, ça, c'était tout ce que je vous ai présenté jusque-là, c'est juste pour, disons, poser le cadre global. Je vais aborder maintenant les points que j'ai prévu de discuter avec vous pendant cette intervention. On va commencer très vite par une petite introduction à travers laquelle je vais rappeler les concepts vraiment de base, histoire de montrer l'évolution entre le marketing, entre guillemets, traditionnel, marketing digital. Donc, ça va être une bonne introduction. Ensuite, on parlera avec un certain nombre de, disons, de définitions, de concepts de ce que c'est que le marketing digital et quelle est sa place aujourd'hui par rapport aux nouveaux consommateurs. On va voir que les consommateurs ont changé, comme je disais tout à l'heure. Donc, il y a de nouveaux consommateurs, il y a des générations qui évoluent de consommateurs et donc le marketing digital s'inscrit en réponse à ces évolutions-là. Je vous présenterai, mais vraiment de manière assez synthétique, un certain nombre de tendances. On appelle ça les digital trends, d'accord? Chaque année au Maroc, il y a un ensemble d'informations intéressantes sur les tendances du marketing digital et du digital en général par pays, mais donc je présenterai bien sûr le chiffre au Maroc. Et vous allez voir, c'est assez intéressant de zoomer sur les principales applications utilisées par le Maroc, par les Marocains plutôt. Donc un certain nombre d'informations sur lesquelles je vais revenir de manière intéressante. Alors ensuite, j'aborderai avec vous les outils qu'on peut utiliser dans une entreprise pour réussir une stratégie de marketing digital. On va parler de choses assez, sans rentrer dans beaucoup de technicité. Hein, je sais que je suis dans une présentation, disons, générale et relative au fondement, au concept de base, pas trop aller dans sur actuellement quand on reviendra sur quelques approches intéressantes cette fois. Et puis je prépare peut-être les tendances, comment se projette le marketing digital, le marketing. Alors le marketing, de manière globale, je rappelle, c'est prévoir, constater, stimuler, susciter, renouveler des besoins. Donc c'est un ensemble de techniques qui vont permettre de comprendre le client, comprendre ses attentes, comprendre ses besoins et monter un ensemble d'actions pour pouvoir agir sur ce client-là. Voilà, c'est ça un peu le marketing. Alors ça va être des actions orientées bien sûr vers des actions publicitaires, communicationnelles, relatives aux produits, relatives aux prix, etc. Ça, c'est la définition générale, d'accord? Ce qui fait que le marketing, moi j'aime bien le définir ainsi, c'est un ensemble d'actions coordonnées, donc des études de marché, de la publicité, des conditions de vente, de recherche de nouveaux produits, etc., qui vont concourir au développement des ventes d'un produit ou d'un service. Ça, c'est la définition générale. Maintenant, vous allez voir que cette définition a pris beaucoup de changements, a évolué, parce que, encore une fois, ce consommateur qu'on touchait de manière traditionnelle, ben, il a d'autres attentes, il est multi-connecté, il est d'accord multi-device, on va en parler aussi. Et donc forcément, comment toucher ce client-là, comment agir sur ce client-là, c'est des concepts qui vont, on va le voir, changer. Alors, puis maintenant du marketing digital. Alors, de quoi parle-t-on exactement pour pouvoir situer un peu encore une fois le cadre? Regardez avec moi, que ce soit en B2B, que ce soit en B2C, les clients ont pris l'habitude de se renseigner sur Internet, de se renseigner sur les réseaux sociaux, sur les forums, de consulter les avis de clients en ligne, etc. Aujourd'hui, c'est devenu un réflexe chez tout le monde. Quand je veux effectivement partir en voyage, maintenant que les frontières sont réouvertes, ben effectivement, je vais aller chercher, d'accord, sur Internet pour pouvoir me faire mes réservations. Mais avant de trancher, d'accord, je vais consulter les avis des clients des uns et des autres. Donc, on est sur un comportement d'achat qui est totalement, disons, différent. Aujourd'hui, les entreprises, justement, doivent s'aligner à ce nouveau comportement d'achat. Encore une fois, que ce soit en B2B ou en B2C, c'est devenu assez classique de se renseigner, de chercher l'information sur Internet. Alors, le marketing digital, si on essaie de le présenter de manière globale, ça va être un ensemble d'outils interactifs, digitaux, qui sont bien sûr mis au service du responsable marketing, qui vont lui permettre effectivement de promouvoir les produits et services d'entreprise, n'est-ce pas, avec un intérêt, au-delà de la promotion, disons, pure et simple, un intérêt de relationnel, vraiment de gérer une relation client de manière intéressante, donc développer des relations plus directes et surtout plus personnalisées. Justement, l'une des forces, on va avoir l'occasion d'en parler aussi, l'une des forces de marketing digital, c'est que l'outil, d'accord, qui est ce device qu'on va utiliser, d'accord, à travers les différents supports, ben, l'outil permet justement une interactivité et un contact direct, un contact personnalisé, un contact vraiment dans une approche de one-to-one, de gestion de la relation client de manière intéressante. D'accord. Et donc, le digital a totalement transformé les techniques marketing, a transformé la pratique du marketing dans beaucoup d'entreprises. Et aujourd'hui au Maroc, plusieurs entreprises développent de manière assez intéressante ces pratiques-là, développent différents outils sur lesquels je vais revenir tout à l'heure,
qui leur permettent encore une fois d'être percutantes. Et on va voir que la compétitivité entre guillemets des entreprises sur ce digital est très très poussée. C'est un monde qui évolue énormément en termes de technicité, en termes d'outils, en termes disons d'innovation de manière globale. Et donc les entreprises vont devoir se mettre à jour en continu à travers différents outils d'accord totalement en vogue. Alors, il y a une composante là aussi intéressante qui me semble utile à partager avec vous. En fait, aujourd'hui, le monde est digital, d'accord? Le monde est digital et aujourd'hui, encore une fois, on pouvait effectivement raisonner médias traditionnels, médias digitaux. Quand je dis il y a quelques années, c'est peut-être quand je dis il y a 5 ou 6 ans encore, au Maroc, il y avait vraiment une distinction. Et puis on se rend compte que le digital prend de plus en plus de place. Et ça, c'est au détriment des médias traditionnels, des outils traditionnels du marketing, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous avez un consommateur le même consommateur, donc, qui va choisir d'interagir indifféremment plutôt, avec tel ou tel support, que ce soit numérique ou non numérique. Et donc, on va parler d'ailleurs tout à l'heure, vous allez voir, on va parler d'omnicanal et d'omnicanalité. Et aujourd'hui, le client, et comme il touche à plusieurs supports en parallèle dans son quotidien, ben, les entreprises doivent justement s'inscrire dans cette logique d'omnicanalité et donc d'accompagner les clients sur l'ensemble de ces supports sur lesquels il est présent. Et en fait, moi j'aime bien dire qu'il n'y a plus réellement, il n'y a plus de marketing digital tel qu'on le pensait au départ, mais aujourd'hui il y a du marketing dans un monde qui est digital. C'est le monde qui a été digitalisé, comme je disais, et on le voit à travers, je sais pas, regardez votre quotidien, le monde est digital. Et aujourd'hui, donc, les entreprises doivent simplement adapter leur marketing à ce monde digital. Et il y a un concept qui a vu le jour il y a quelques années, qui est Uber, et on parle d'ubérisation qui est totalement généralisée aujourd'hui. Aujourd'hui, l'ubérisation touche tous les secteurs, que ce soit dans la santé, dans le food, dans les bâtiments, dans le financement, dans la politique. Aujourd'hui, il y a un ensemble de structures clients, à l'image de Uber, d'accord, qui a été lancé au départ, qui sont aujourd'hui présentes. Quand je vais acheter, effectivement, commander à manger, ben on va commander sur, d'accord, Uber, d'accord, UberX, d'accord, sur certains pays. Au Maroc, on a Glovo, on a, d'accord, Jumia Food, etc. Je veux, d'accord, sur le transport, d'accord, il y a aujourd'hui de plus en plus de structures je pense à Blablacar, qui a eu beaucoup de succès au départ, mais qui a été initiateur de plusieurs autres choses, structures par après. Donc, il y a un ensemble, disons, de plateformes qui se sont développées basées sur du digital et qui collent parfaitement aux attentes du consommateur, tout secteur confondu qu'on peut l'imaginer vous pouvez le voir dans cette carte-là. Très bien. Alors, ubérisation généralisée, donc forcément, d'accord, on est en phase avec les exigences des clients, et donc forcément, il va falloir développer des outils, encore une fois, adaptés à cela. Alors, il est important de garder à l'esprit qu'en marketing, toutes les techniques auxquelles on va penser, toutes les approches, toutes les stratégies qu'on met en place, elles ont un seul objectif, c'est qu'elles puissent toucher ce client-là, un client. Ben, comme je disais tout à l'heure en introduction, le consommateur, il a changé, son comportement a évolué. Et la question qui va se poser là tout de suite, que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est qui sont les clients, d'accord? Quel consommateur aujourd'hui est concerné et comment cela va-t-il évoluer? Alors, il y a classiquement des choses que vous allez certainement trouver tous sur Internet et je voudrais partager avec vous. En fait, on va voir que l'évolution des consommateurs a été assez intéressante. Sur ce petit sur ces slides, vous allez retrouver un certain nombre d'évolutions. Alors, les fameux baby boomers sont effectivement les personnes qui sont âgées entre 46 et 60. La génération X, c'est d'accord, jusqu'aux années 80. La génération Y jusqu'aux années 95. Et puis la génération Z, effectivement, ils sont nés après les années 95. Bon, les fourchettes que vous avez ici, c'est à titre indicatif. C'est juste pour montrer qu'il y a 4 grandes générations, puis vous allez voir, il y a une dernière que je vais aborder dans un petit moment, donc les baby boomers, qui avaient un comportement plus traditionnel. Vous avez la génération X qui a commencé à découvrir Internet, d'accord, au départ, et donc qui était entre le traditionnel et le moderne, qui est le digital. Vous avez la génération Y qui est née, d'accord, dans le développement, d'accord, du digital, et puis la génération Z qui est totalement, comme on va le voir, mais avec Internet, qui vit avec Internet, qui ne réfléchit qu'avec Internet et qui est totalement déphasage avec disons, les supports et les pratiques traditionnelles. Alors, cette génération Z, justement, qui est ultra mobile, elle va souvent accorder plus de comment dirais-je, d'intérêt et de confiance à des médias récents. Alors récents qui sont simplement digitaux, comme médias traditionnels. Aujourd'hui, si je vous posais la question à nos jeunes adolescents aujourd'hui, s'ils regardent les médias traditionnels, je pense à la télé, je pense à ce qu'ils écoutent la radio, ce qu'ils lisent la presse et tout ça, ben, malheureusement, on va se rendre compte que, enfin malheureusement, heureusement, je sais pas si c'est leur temps aussi, beaucoup ne sont pas du tout sur ces médias traditionnels et beaucoup vont aller plus
découvrir l'information, l'actualité, les avis, etc., sur les réseaux modernes, d'accord, récents, les médias récents. Alors, ces internautes, comme vous pouvez l'imaginer, sont de plus en plus addicts. Ils sont addicts aux réseaux sociaux, d'accord, qui font partie de leur habitude de l'éducation, de recherche, de consultation, d'apprentissage, d'accord, de learning, etc. Nous avons effectivement des internautes ultra connectés. Alors, la notion d'ultra connecté est intéressante parce que vraiment, le support de connexion, il est vraiment quasi permanent. Alors, on a des multiplications des devices, d'accord, donc on va les retrouver sur leur téléphone, sur leur tablette, sur leur ordinateur, d'accord, on est sur une consommation multi-device et donc on a une information qui est accessible toute la journée. On est sur, ils sont informativores, mais avec en fait, c'est une information qui est très très light. Vraiment des flashs d'informations auxquels ils vont avoir accès pendant toute l'année, d'accord. Et ils sont multitâches, ils sont multitask, d'accord, parce que on continue en permanence, ils sont sur cette information, sur ce partage d'informations, d'accord, sur leur device. Alors, plus que ça, au-delà de ces générations Z, plus que l'accès quasi quotidien et quasi permanent enfin pas quasi quotidien et quasi permanent disons, à l'information sur Internet, au fait, l'internaute, ça c'est assez particulier dans cette génération-là. L'internaute est devenu lui-même un média. D'accord, et ça bouleverse totalement le paradigme standard des médias et de la communication et de l'information. Pourquoi il est devenu un média? Parce qu'il peut donner son avis, il peut relever des scoops, il peut photographier, il peut filmer, il peut partager, d'accord, au plus grand nombre, et donc il devient un support lui-même de d'information. Alors maintenant, le bémol dans cette histoire-là, c'est qu'il y a beaucoup de faux, beaucoup d'intox, beaucoup de choses peuvent être, il y a beaucoup de montage, il y a beaucoup de. Là, on est dans une triste actualité entre ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, et puis vous trouverez des choses hallucinantes, d'accord, sur les différents supports, les réseaux sociaux, etc., qui traduisent un petit peu cet impact, n'est-ce pas, du comportement de consommateur à ce niveau-là. Alors ça, c'est la génération Z ultra mobile, ultra connectée, et qui consomme à tout bout de champ, d'accord, à outrance, de l'information et du digital. Et puis, on a une génération nouvelle, d'accord, que j'appelle la génération alpha. Alors, c'est une génération qui a été, comme je le marque ici, qui est née donc après les années 2010, qui est totalement biberonnée aux nouvelles technologies, qui sont des influenceurs effectivement d'aujourd'hui, qui consomment le web à outrance, qui sont sur leur console de jeu, qui sont sur TikTok, qui sont sur Snapchat. Et donc, on a un consommateur, nouvelle génération alpha donc, qui va intéresser énormément les entreprises, et la tendance va de plus en plus vers ça. Ça va être la génération Z, la génération alpha, et ça va être les futurs consommateurs, les consommateurs actuels, les futurs consommateurs des entreprises. Et par rapport à ces générations, donc Z, Y, Z et puis alpha, les entreprises doivent justement adapter leurs médias, adapter leurs actions marketing par rapport à ces générations-là. Et en parlant justement de médias et d'outils d'impact, on va dire comme ça, on va se rendre compte qu'il y a 3 types de médias digitaux. Il y a des médias qu'on appelle achetés, les paid, d'accord? C'est-à-dire l'entreprise va payer pour être visible, donc présent sur la moto de recherche, une diffusion de bannières, sur d'autres formats, qu'on appelle des formats display, présent sur des sites affiliés, etc. Donc ça, c'est les médias que l'entreprise paye pour être présente et pouvoir toucher ces cibles-là dont nous parlions à l'instant. Donc elle va payer ça. Vous avez ce qu'on appelle les médias détenus, pardon, owned, d'accord, c'est ce qui appartient à l'entreprise, donc l'on possède ses propres médias, ça peut être son site internet, ça peut être une page sur les réseaux sociaux, ça peut être des applications mobiles, tout ça appartient à l'entreprise, et donc l'entreprise va, disons, exploiter ces médias-là pour pouvoir diffuser et toucher cette cible-là, on va en parler sur ce point-là parce que c'est important, diffuser à travers ces médias détenus l'information qui lui semble importante. Et puis, il y a ce qu'on appelle les earned, les médias gagnés. Les earned, c'est quoi? Ça fait l'entreprise va cibler un certain nombre de prescripteurs, ça va être des journalistes, ça va être des blogueurs, ça va être des trial leaders, d'accord, qui vont parler de ces produits-là, ça va être des influenceurs, classiquement, pour revenir au terme qui est assez commun. Et donc, l'entreprise va pouvoir toucher ces intermédiaires, et donc influenceurs, qui vont prescrire ces produits, impacter le client final, etc. Voilà. Différents types de médias, effectivement, qui vont être utilisés par les entreprises avec différents objectifs, bien sûr, chacun de ces voilà. Alors, quelle est l'utilité du marketing digital? C'est une question intéressante que je voudrais quand même partager avec vous. Quel est le bénéfice du digital? À quoi sert-il? Qu'est-ce qui m'importe en tant qu'entreprise? D'abord, gardez à l'esprit que le marketing digital permet d'identifier des exigences de clients qui sont, rappelez-vous, des exigences évolutives, d'accord, versatiles, qui changent, les besoins évoluent très très vite. Et justement, les plateformes, les technologies aujourd'hui digitales
peuvent être utilisés pour pouvoir réaliser des études marketing, d'accord, qui sont plus rapides dans le temps pour pouvoir identifier le besoin, qui sont comprendre effectivement les attentes des clients, comprendre leurs besoins, comprendre leurs désirs, comprendre leur perception par rapport à nos produits, leur niveau de satisfaction. Donc on est sur déjà, le digital permet un accès très rapide, d'accord, beaucoup moins cher, ça c'est important aussi, très rapide, beaucoup moins cher, à des clients qui sont déjà, d'accord, sur une bonne connexion. D'accord, qui sont connectés en permanence, donc je peux les toucher plus facilement. Donc, identifier les exigences des clients, leur perception, etc. Ça, c'est le 1. Je peux également anticiper les exigences de ces clients-là. Alors, dans le comportement de consommateur, en marketing, un des objectifs premiers qu'on essaie, que toutes les entreprises essaient de mettre en avant, c'est arriver à anticiper, à comprendre les exigences de leurs clients. Et donc, pour anticiper les exigences des clients, donc permettre aux internautes de s'informer, de réaliser des achats sur les sites, bien sûr, de l'entreprise. On va analyser les requêtes, on va analyser les comportements de navigation. Tout cela va permettre de comprendre les besoins latents du client. Donc, il y a un ensemble d'algorithmes qui sont utilisés par les entreprises, à travers leurs agences notamment, et qui vont permettre d'analyser, de décortiquer le comportement d'achat et de comprendre un petit peu ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Sur une page web, par exemple, le client va cliquer, d'accord, sur une bannière, va cliquer sur un lien, va cliquer sur des choses comme ça. Est-ce que ça séduit? Est-ce que la bannière en question, est-ce que l'élément qui est mis en valeur dans ces pages web attire ou n'attire pas le consommateur? Tout ça, c'est des choses qui peuvent permettre d'anticiper donc les exigences du client. Et puis, un autre élément quand même qui est un des bénéfices qui, à mon sens, important pour le digital, c'est satisfaction des clients. Oui, bien sûr, je rappelle que l'un des facteurs clés est d'atteindre un niveau élevé de satisfaction. Tout ça à travers l'accessibilité du site. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout à l'heure des chiffres assez intéressants. On va se voir quand un site est magnifiquement beau, il faut qu'il arrive à drainer un ensemble disons, de flux et de visites. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises vont justement travailler en profondeur, on va dire, pour pouvoir améliorer l'accessibilité à leur site, la navigation, l'ergonomie, la fluidité. Vous allez voir, il y a des choses assez intéressantes qui sont essentielles pour pouvoir permettre aux clients une expérience. On va parler de user experience, d'accord, une expérience utilisateur assez intéressante. Alors, on continue. Donc ça, c'est un certain nombre d'éléments, disons, de génériques sur les bénéfices que peut apporter le digital à une entreprise. Alors, on va voir qu'il y a effectivement également, pour aller dans les changements du comportement de consommateur, un ensemble disons, de modèles d'affaires. Alors, on a ce qu'on va appeler consumer to consumer, consommateur à consommateur, si vous préférez, d'accord? C'est qu'aujourd'hui, disons, des sites de vente en ligne, je pense à eBay, je pense à tout ce qui est peer-to-peer, par exemple, Skype, des recommandations de produits, tout ça, les réseaux sociaux, tout ça, c'est une relation entre un consommateur et un autre consommateur. Et donc, à travers cette relation-là, on va développer un nouveau modèle d'affaires. On est sur un business model nouveau qui va se traduire par de la vente, par des relations commerciales, par plein de choses comme ça. Et vous avez ce qu'on appelle le consommateur à entreprise, consumer to business, d'accord? Alors, ça va être tout ce qui est site de deal, je pense à tout ce qui est Groupon, je pense à des sites David, tout ce qui est test achat, test produit, etc. Tout ce qui est communauté de clients, tout ça, c'est des consommateurs qui vont avoir un contact avec une entreprise. On appelle ça le consumer to business. Vous avez ensuite après, qui développe de plus en plus au Maroc, on appelle ça le consommateur administration, d'accord, le consumer to government, d'accord. Et donc aujourd'hui, il y a un ensemble d'administration au Maroc va ouvrir dans la possibilité de donner la possibilité aux administrés, aux Marocains donc, comment dire, partager des avis, d'accéder à de l'information, de consommer entre guillemets des services administratifs. Voilà, donc il y a également des logiques de feedback, de traitement de réclamation. Et avec le digital, c'est des choses qui sont aujourd'hui totalement développées, totalement fluides. Alors, ça, c'est les nouveaux modèles d'affaires qui commencent à se développer de plus en plus et qui sont facilités encore une fois par le digital. Je disais tout à l'heure en démarrant qu'on va présenter rapidement ce que j'appelle les digital trends. C'est un petit peu les tendances digitales au Maroc en 2021. Alors, vous avez retrouvé, il y a une étude très intéressante sur Internet et je me suis permis pour le besoin de cette matinée, de partager avec vous quelques screens. Alors, quand on prend ici le premier canal de recherche de marque au Maroc, nous sommes en janvier 2021, je rappelle, pour situer dans le temps. Alors, on a les réseaux sociaux,
sont le premier, d'accord, avec 63%, d'accord, canal de recherche des marques. On a les moteurs de recherche, search engines, d'accord, les moteurs de recherche qui sont le deuxième outil. Donc, clairement, aujourd'hui, le consommateur marocain va baser, et là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, va baser son outil de recherche premier pour chercher une marque, quelle qu'elle soit, sur les réseaux sociaux, avant même d'arriver au moteur de recherche. On a également une plateforme très présente, classiquement au Maroc. Donc, nous battons des records à ce niveau-là. Je pense à WhatsApp, je pense à Facebook, qui sont très présentes. Pour fermer le top 3, on a YouTube qui est aujourd'hui la plateforme sociale la plus utilisée au Maroc. Alors là, peut-être sur la partie évolution du e-commerce par typologie, on va dire, par vente. Nous sommes en 2021, donc nous sommes en couvrant l'année 2020, d'accord, donc en plein pandémie, donc n'oubliez pas, il faut le situer. Mais c'est vrai que la pandémie a boosté la consommation digitale des Marocains. On l'a clairement vu, les chiffres, le président le rappelle ici, mais je pense que c'est une tendance qui va continuer. Ce n'était pas du tout lié, enfin, à mon avis, ça a été accéléré par le digital, mais c'est des choses qui vont très certainement continuer dans le temps. Alors, tout ce qui est beauté, mode et tout ça, ça a été augmenté de 31%. Tout ce qui est alimentaire, bon, ça c'était un peu normal, on a monté à 42%, d'accord. Quand on prend par exemple les dépenses par catégorie, on voit clairement aujourd'hui tout ce qui est gaming et tout ça, ça représente quand même 358 millions de dollars. On est sur ici, pour tout ce qui est voyage, etc., sur des chiffres assez intéressants, d'accord, de 1,05 milliard, d'accord. Alors ça, c'est des tendances assez intéressantes. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, la partie peut-être tendance également qui va nous intéresser, peut-être par rapport à la consommation Internet. On a aujourd'hui 24 millions, bon, on a vu ce chiffre-là tout à l'heure, d'utilisateurs de mobile, d'accord. Aujourd'hui, la consommation première, d'accord, au Maroc passe par les téléphones, d'accord, par les téléphones. Les smartphones, ça représente 87% ici. Et nous dépensons, on l'a vu tout à l'heure aussi, quelque chose comme 3h56, d'accord, par jour, d'accord, daily, average daily, d'accord, c'est une moyenne jour sur Internet, ce qui constitue quand même des chiffres assez hallucinants. Alors, n'oubliez pas que tout ça, ce sont des moyennes, hein, il faut prendre des choses avec attention. Ce sont des moyennes, donc on a des chiffres plus importants, moins importants, ça dépend bien sûr de la génération, là, je crois que vous avez bien compris, mais quand même, on est sur des tendances assez intéressantes et qui permettent, encore une fois, aux entreprises de toucher leur cible. Bien, alors au-delà de ces chiffres, encore une fois, le détail, je vous invite à les découvrir en détail sur Internet, donc sur Google, vous trouverez tous ces chiffres-là. Il y a une étude assez intéressante qui est annuelle, donc je vous inviterai à les découvrir. On va revenir maintenant sur les outils du marketing digital. Donc, on va voir effectivement que les entreprises, quand elles veulent développer leur marketing digital, forcément, comme en marketing en général, doivent mettre en place une stratégie, d'accord? Et dès lors qu'on parle de marketing digital, forcément, la stratégie sera elle-même digitale. Et on va voir que, en termes justement de stratégie digitale, beaucoup d'entreprises vont devoir choisir et donc, pour coller encore une fois à ces tendances, à ces évolutions et à ce changement de comportement de consommateur, on doit choisir entre différentes stratégies. Alors, il y a ce qu'on appelle la stratégie multicanal. Alors, la stratégie multicanal, c'est une stratégie marketing qui combine plusieurs canaux de sollicitation de réponse aux consommateurs. On va pouvoir toucher le client sur différents canaux. Vous allez voir ce qu'on appelle la stratégie de marketing cross-canal. Cross-canal qui va permettre effectivement aux différents canaux de distribution de l'entreprise de se croiser, on va dire, d'accord. Alors, ça va être un magasin physique, vente en magasin physique, avec une distribution en magasin physique, des prix au magasin physique, avec un catalogue, un site web. Et donc, tous ces canaux de distribution vont permettre de fonctionner ensemble, plutôt de se concurrencer. On appelle ça le cross-canal. Et vous allez voir, d'ailleurs, c'est intéressant, vous allez voir que ces stratégies-là ont évolué, en fait. Beaucoup d'entreprises sont passées du multicanal, cross-canal, et vers l'omnicanal, dont j'avais parlé tout à l'heure, pour finir. La stratégie omnicanal, qui va consister effectivement à optimiser l'utilisation de l'ensemble de ces canaux de manière totalement simultanée. Et ce schéma-là, là aussi, est assez intéressant. Aujourd'hui, une entreprise, si je reste sur un canal simple, je vais prendre l'exemple d'une banque marocaine qui veut toucher ses clients, classiquement, le client devait aller à son agence et consommer, entre guillemets, les produits et les services de cette banque au sein de l'agence. Le fait de développer du multicanal, c'est quand l'agence, effectivement, permet de créer une version, par exemple, mobile, une version web, et donc le client va pouvoir être touché par l'ensemble de ces canaux. D'accord, on est sur une multiplication des canaux, mais il n'y avait pas dans le multicanal une logique de croisement. Le cross-canal permet effectivement à un client
d'aller par exemple de commander, on va dire, un chéquier au niveau de son application mobile, d'aller à l'agence pour effectivement le récupérer, de commander peut-être une simulation d'un crédit sur son application mobile ou sur son ordinateur et d'aller effectivement discuter, négocier avec le chargé de clientèle. Donc là, on est sur une approche cross-canal. L'omnicanalité va au-delà de ça. L'omnicanalité, effectivement, c'est une logique de consommation d'accord, multi-canaux et en parallèle. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, vous pouvez par exemple aller sur un site marchand de retail pour acheter des vêtements. Ben effectivement, quand vous présentez dans le magasin, si la taille n'existe pas, vous donne la possibilité effectivement de la commander sur votre smartphone et de vous la livrer d'accord chez vous ou aller de la récupérer dans un autre magasin dans un autre ville. Donc en fait, il y a une logique de complémentarité dans la logique de l'omnicanalité. L'omnicanalité est une tendance qui se développe énormément aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, le parcours omnicanal d'un consommateur est très très présent. D'accord. Et je vais vous expliquer sur les slides qui suivent pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cette omnicanalité se développe. Alors, le parcours omnicanal, rappelez-vous, tous les produits, les canaux de contact donc, pour toucher le client et de vente sont possibles entre l'entreprise et le client et sont utilisés et mobilisés en parallèle, d'accord, de manière quasi instantanée et de manière complémentaire. L'omnicanalité est souvent vue comme une évolution, comme je disais tout à l'heure, du multicanal, où l'utilisation simultanée d'accord, des canaux disponibles est totalement optimisée. Donc aujourd'hui, on donne la possibilité au client de choisir le canal qui correspond le plus à un instant T, à ce qui l'intéresse. Si je suis en train de me déplacer dans la rue, j'ai mon agence qui est à côté, je me présente dans l'agence, je suis dans mon bureau, je peux y accéder à travers mon smartphone ou mon téléphone. Donc aujourd'hui, l'omnicanalité est une tendance très très présente dans le marketing digital et beaucoup d'entreprises, d'accord, y voient un intérêt principal sur lequel elles s'inscrivent. Une stratégie omnicanale, pour finir, est généralement une réponse aux attentes et évolutions de comportement de consommateurs qui sont des omniconsommateurs. Donc, comme je disais, comme ils sont multi-device, forcément, on doit être le plus proche possible, cette recherche de proximité est importante, le plus proche possible du client, en s'adaptant, encore une fois, à son mode de consommation et d'accès à l'information. D'accord. Alors, quand on parle de stratégie omnicanal, ce qui est intéressant également, c'est qu'on va retrouver, quatre types, disons, quatre profils ou quatre types, disons, d'acheteurs. Alors, le full web, c'est un consommateur qui va faire toutes ses recherches et ses achats directement en ligne. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de consommateurs, 80% de consommateurs qui sont aujourd'hui full web, d'accord, c'est tendance, d'accord, ils vont changer forcément d'un pays à un autre. Alors vous trouverez le détail si vous souhaitez sur le marché marocain, d'accord, de ces chiffres-là. Le full store, c'est un consommateur qui va faire ses recherches et acheter en magasin. D'accord. On a le showroomer, c'est un consommateur qui va se renseigner en magasin, puis il va aller chercher sur Internet, acheter sur Internet. Pourquoi? Parce que peut-être sur Internet, il y a des offres particulières, il y a des avantages particuliers, des cadeaux ou des promotions. Donc là, c'est un comportement là aussi particulier. Et puis, vous avez ce que j'appelle le repos. Le repos, c'est research online, purchase offline, d'accord? Ou le web to store, c'est quelqu'un qui va s'informer, un consommateur qui va s'informer en ligne, d'accord? Chercher l'information en ligne, mais qui va aller acheter en magasin. Pourquoi acheter en magasin? Parce qu'il a besoin peut-être de toucher le produit, il a peut-être besoin d'essayer le produit. Voilà. Mais l'accès, le repos permet effectivement un accès à l'information plus rapide. D'accord? Donc, je gagne du temps depuis mon téléphone, depuis mon ordinateur, depuis ma tablette pour faire des recherches rapidement sur Internet et avant de me déplacer dans un magasin qui m'aurait intéressé pour pouvoir acheter mon produit. Donc, comme vous le voyez ici, on a des profils totalement différents, très, très différents des et donc, ces profils différents font que une stratégie omnicanal est devenue effectivement une condition sine qua non pour pouvoir couvrir et répondre à l'ensemble de ces profils, encore une fois, totalement différents. Alors, toujours dans la stratégie digitale, je voudrais que vous gardiez à l'esprit que une entreprise, quelle qu'elle soit, que je sois une organisation publique ou privée, quand elle veut monter une stratégie digitale réussie, souvent elle veut mettre l'accent sur 6 points clés. Alors, vous allez voir, il y a des choses assez intéressantes qu'on va essayer de présenter et qui vont permettre d'aborder les outils marketing de manière intéressante. Alors, les 6 points clés sont les suivants. D'abord, le site web. Le site web représente la vitrine, d'accord? C'est une vitrine qui doit apporter une vraie valeur ajoutée, d'accord, au client, qui doit à l'entreprise et donc au client bien sûr aussi, qui peut être également un site e-commerce, qui va être l'outil de propagande, d'information, de partage de l'entreprise vis-à-vis de ses clients. Ça, c'est le premier. Vous avez, on va voir un ensemble de pratiques, on va appeler le SEO, je vais en parler tout de suite, ce qu'on appelle le référencement naturel. C'est le Search Engine Optimization, je vais en parler tout à l'heure, qui sont des techniques aujourd'hui essentielles pour pouvoir effectivement être présent dans des moteurs de recherche
gratuit, on va le voir, et puis il y a la partie payante aussi, et qui permet quand le consommateur fait sa recherche sur un moteur de recherche quel qu'il soit sur un réseau social, il va être renvoyé, d'accord, vers un certain nombre de sites correspondant à sa recherche. Et donc le SEO est une composante essentielle, très très pratiquée aujourd'hui et respectée par les entreprises pour pouvoir réussir enfin, mettre en place leur stratégie marketing digital. Vous avez également une autre composante essentielle, ce qu'on appelle l'inbound marketing. D'accord, tout ce qui est inbound marketing, tout ce qui est emailing, tout ce qui est marketing automation. Alors, le marketing automation, c'est une logique d'automatisation, on va dire, de certains de pratiques marketing. Classiquement, aujourd'hui, je prenais l'exemple de votre banque à tous. Vous recevez tous des relevés bancaires vis-à-vis de vos banques sur vos comptes ou sur vos opérations bancaires. Ben, dites-vous bien que ce n'est pas un opérateur, un collaborateur qui a saisi votre mail, c'est des choses qui sont automatisées, qui permettent effectivement de gagner du temps, générer un flux d'informations beaucoup plus rapide pour pouvoir toucher les clients de manière ciblée. Là aussi, il y a des algorithmes qui peuvent identifier le profil des consommateurs en fonction, encore une fois, de la situation familiale, etc., pour lui proposer une épargne retraite s'il est en âge de retraite, ou là, s'il propose peut-être une épargne, je perds mes mots, une épargne, d'accord, ou une formule, voilà, j'y arrive, une formule, un plan éducation, une formule de plan éducation pour s'il a des enfants. Donc tout ça, c'est des pratiques de marketing automation qui permettent de faire cela. Alors, l'inbound marketing, je vais y arriver dans un petit moment. Vous allez voir cette technique très intéressante. On va comparer d'ailleurs l'inbound marketing avec l'outbound marketing, qui est là aussi des choses qui sont des choses intéressantes. Alors, les réseaux sociaux, classiquement, bon, vous les connaissez, je pense à Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, on peut ne citer que ceux-là qui sont assez présents dans notre quotidien. Vous avez également un cinquième point essentiel, c'est la publicité en ligne. Aujourd'hui, effectivement, de plus en plus d'entreprises vont choisir disons, des supports digitaux pour pouvoir passer leur publicité. Je pense à Google Ads, je pense à Facebook Ads, etc., qui constituent là aussi des supports digitaux qui concurrencent de manière assez intéressante les supports de communication, les médias traditionnels, télé, affichage, etc. Et puis, peut-être un autre élément qui est essentiel dans une stratégie marketing réussie, digital réussie, bien sûr, c'est la gestion de contenu. On va voir les contenus qui peuvent être avec différentes composantes, différentes cibles, différentes pratiques. On va en parler dans un petit moment. Alors, on va commencer donc par le premier point sur le site web pour expliquer un petit peu la logique d'un site web. Alors, gardez à l'esprit que le site web doit être performant. Et il faudrait qu'il y ait également une stratégie de contenu adaptée à votre clientèle, à votre cible, etc. Il est important que le contenu que vous allez mettre en place dans votre site web soit totalement, alors il faut qu'il y ait de l'animation, on va en parler, il faut qu'il soit adapté également aux attentes de clients, ce qui est, vous allez me dire, est totalement évident, mais il faudrait créer l'envie aux clients de revenir. Je vais montrer quelques chiffres dans un petit moment. Il faudrait également que l'architecture ergonomique du site, son design, si vous préférez, sa fluidité, d'accord, soit totalement pensée, réfléchie, fluide, pour donner envie, encore une fois, aux clients de naviguer, parce qu'un site web, vous l'imaginez bien, qui est complexe, qui est difficile, qui est désagréable à regarder ou à voir, n'est pas du tout attrayant, et donc ça n'attirera pas le client. Il faudrait qu'il y ait un design aussi de qualité, je crois que c'est évident. Et puis, il y a un concept également intéressant. Comme je disais tout à l'heure, on appelle ça le responsive design. Comme je disais tout à l'heure que le client, il est multi-device, c'est-à-dire qu'il va ouvrir votre site web sur son téléphone, il va l'ouvrir sur son ordinateur, il va l'ouvrir sur une tablette, il va l'ouvrir peut-être sur d'autres supports. Eh bien, il est important que votre site web soit adapté à tous les écrans. D'accord. Et donc là, on appelle ça le responsive design qui est important. Et puis, une chose essentielle aussi, il faudrait que le site web soit à la croisée de ce qu'on appelle le web design, d'un côté, d'accord, la partie design, d'accord, de votre site, mais également avec à travers le user experience, ce qu'on appelle UX. UX, c'est l'expérience client. Il faut qu'elle soit totalement fluide, totalement agréable, parce que, on va le voir, pour aller dans un certain nombre d'informations intéressantes, on a 7 internautes sur 10 qui ne retournent pas sur un site si leur première visite est jugée désagréable. Donc, si vous découvrez un premier site et que ça se passe mal, d'accord, bah, vous ne ferez aucun effort pour revenir, ce qui est normal. Donc, 7 fois sur 10, on est à 70%. 40%, c'est le taux de rebond moyen acceptable. Le taux de rebond, c'est simplement le temps que vous passez sur une page, d'accord, quand vous cliquez effectivement sur une page, combien de temps vous restez, d'accord, sur cette page-là. Gardez à l'esprit qu'il y a 8 internautes sur 10 qui s'ils rencontrent des problèmes, d'accord, de performance sur un site, ne vont plus y retourner, d'accord. Donc, au-delà du côté désagréable, c'est que s'il y a des soucis de connexion, d'accès, s'il y a de lourdeur, etc., ils ne vont pas retourner. Et puis, 48% des internautes affirment que le design d'un site web est le premier facteur pour la qualité d'un business.
Aujourd'hui, vous voyez bien clairement à travers ces quelques chiffres que le site web doit être effectivement performant, doit être cette vitrine, d'accord, owned par l'entreprise, donc qui appartient à l'entreprise, mais qui doit être réfléchi de manière intelligente et correspondre exactement à des attentes clients pour lui donner envie de revenir. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est ce que c'est, d'accord, deuxième point, c'est tout ce qui est relatif, excusez-moi, voilà, tout ce qui est relatif à tout ce qui est, alors, ce qu'on appelle le référencement de manière générale. Alors, on va parler effectivement ici ensemble du SEO, du SEA, du SEMO, vous allez voir. Alors, je ne vais pas rentrer dans le côté technique de la chose, je vais juste présenter les concepts pour que vous soyez familiarisés avec ça. Gardez à l'esprit qu'un site web peut être le plus beau site du monde, mais il ne voudra rien s'il n'est jamais consulté. Donc, il faut donner envie au client de le consulter, il faut donner la possibilité au client de le découvrir et de le consulter. C'est là où va rentrer en scène le référencement, justement. Le référencement, vous allez voir, avec ces jargons, d'accord, SEO, SEA, etc., vous allez voir, c'est des choses assez techniques, mais au fond, pas assez simples à comprendre. C'est disons, des actions qu'on va mettre en pratique, notamment sur les moteurs de recherche, pour pouvoir valoriser un produit et le mettre en termes de classement, vous allez voir, en tête des classements des corps de recherche des clients. Alors, quand on parle de référencement, on parle de SEM, c'est le Search Engine Marketing. Et le Search Engine Marketing, c'est le Search Engine Optimization, donc SEO, plus le Search Engine Advertising. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous allez voir, c'est très, très simple. Alors, le SEM, d'accord, Search Engine, d'accord, Marketing. Il englobe le marché des liens sponsorisés, qui est le SEA, d'accord, sponsorisé que l'entreprise va payer, d'accord, et du référencement narratif, le SEO. Alors, le SEA, c'est quoi? C'est le Search Engine Advertising, d'accord? C'est le référencement payant. C'est-à-dire l'entreprise va payer des moteurs de recherche, d'accord, pour pouvoir être présente. Je vous montrerai tout de suite un lien. Quand vous faites une petite recherche, bien, vous allez voir, il y a un classement. D'accord, une recherche sur Google, n'importe quoi, mais il y a un classement, d'accord, de réponses et de propositions. Et le classement n'est pas fait au hasard. L'algorithme va systématiquement, en fonction de est-ce que c'est un référencement payant ou un référencement, on va le voir, naturel, classer les réponses et donc les sites des entreprises en conséquence. Alors, vous avez le SEO qui est le Search Engine Optimization, c'est le référencement naturel. C'est en fait une technique d'optimisation pour les moteurs de recherche et donc qui n'est pas payant. Le SEO n'est pas payant, d'accord, le SEA est payant. Et puis vous avez le SMO qui est le Social Media Optimization, pour finir, qui est le référencement sur les réseaux sociaux. Alors c'est la même logique effectivement que sur un moteur de recherche, mais sauf que là c'est orienté vers les réseaux sociaux, Facebook et compagnie. Alors, tout ça, quand je le mets en pratique, juste pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde, quand je le mets en pratique, ben, vous allez voir que souvent, quand vous faites une recherche, d'accord, ben, n'importe quelle recherche, des référencements par exemple, ben, vous allez trouver, d'accord, en termes de réponses, d'accord, il y a un ensemble de réponses qui sont classées, ben, vous allez voir qu'en termes de réponses, il y a tout ce qui est payant, d'accord, c'est ce que j'ai mis en registre ici, les CA, ils sont là, c'est les bannières qui vont être classées tout en haut, et vous allez facilement les identifier pour savoir qu'ils sont payants parce qu'il est marqué annonce dessus, d'accord. Et donc, ce sont des entreprises en question ici qui ont payé ici Google pour qu'ils puissent être référencés parmi les premiers. Alors, vous allez retrouver à travers le classement, vous allez trouver également en termes de bannières, d'accord, verticales, et le SEO, d'accord, c'est tout ce qui est optimisation, tout ce qui est référencement naturel, donc non payant, que vous allez retrouver juste en dessous. Alors, vous allez me dire que faudrait-il être en SEA et en SEO, d'accord? Donc là, il y a les entreprises par rapport à cela, ben, il y a un choix. Alors, vous allez voir que c'est pas systématique de payer ou ne pas payer. Vous allez voir que c'est assez paradoxal parce que les clients, beaucoup de clients, qui font leur recherche, quand ils voient des avances, ils se disent très bien, dans leur tête, ils disent très bien, c'est peut-être sponsorisé, c'est peut-être payant, et donc forcément, c'est peut-être plus cher. Donc, il y a peut-être un esprit d'accord, qui fait une réflexion qui entre en scène, et donc on va peut-être forcément aller voir peut-être les SEO qui sont, on se dit c'est peut-être pas payant, et donc c'est moins risqué, moins pour le consommateur. Alors, gardez à l'esprit également que en termes de référencement naturel, je pense au SEO ici. Je voudrais partager avec vous quelques données assez intéressantes. 76% des recherches web mondiales se font sur Google, donc ça constitue Google est le premier moteur de recherche en termes d'accord, à l'échelle mondiale. Gardez à l'esprit aussi que 75% des utilisateurs ne lisent, ne découvrent, ne s'intéressent qu'à la première page. Alors, quand vous faites vos recherches, vous savez, il y a plusieurs pages effectivement qui découlent, et beaucoup vont principalement se limiter à la première page, d'accord, en SEO naturel.
Alors, une tendance qui se fait de plus en plus, que Google a réussi à mettre depuis quelques années déjà, c'est la recherche vocale. Aujourd'hui, que ce soit sur nos téléphones ou sur nos ordinateurs, donc la possibilité de faire des recherches vocales. Et c'est une tendance, on va le voir tout à l'heure, qui est de plus en plus présente. Donc, on a 50% de recherches qui se font par voie vocale. Alors ensuite, 86% des personnes qui utilisent Google Maps pour se rendre à destination. Donc, Google aujourd'hui est très, très présent. On le voit à travers, notamment la partie GPS. 90% ensuite, pour finir, des personnes sont influencées par les résultats des moteurs de recherche pour le choix d'une marque. Ça, c'est assez important. Les moteurs de recherche, rappelez-vous, je l'avais montré tout à l'heure, il y a deux principales disons, plateformes qui impactent le choix d'une marque. Ce sont les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Donc là, en l'occurrence ici, les moteurs de recherche qui nous intéressent, je pense à Google entre autres, impactent, comme vous pouvez le voir, de manière assez intéressante le comportement d'achat et le choix, je sais pas, de la marque par le client. Alors, ensuite, au-delà du SEO, il y a une troisième composante qui est importante dans la stratégie marketing digital, c'est ce qu'on appelle l'inbound marketing. Alors, l'inbound marketing, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le marketing entrant. C'est une stratégie marketing qui vise à faire venir le consommateur vers la marque. Il y a une série d'actions que je vais présenter dans un petit moment. Donc, c'est le client qui est actif, qui se présente et vient vers la marque. Alors, ça va être, on appelle ça une stratégie de pull marketing, un pull dans le sens attirer le client, dans la mesure où elle attire le client vers elle à travers un ensemble de blogs, d'actions, on va le voir, assez intéressantes et qui doivent forcément être adaptées à ces cibles-là. Alors, l'inverse du inbound marketing, comme je l'avais expliqué, c'est l'outbound marketing, c'est le marketing sortant, ou je peux appeler ça le marketing traditionnel, qui consiste à chercher le consommateur en poussant des actions marketing vers lui, des actions promotionnelles, commerciales, d'accord? Donc, c'est moi qui vais vers le client là. Et l'outbound marketing, c'est du push marketing, d'accord? L'outbound, c'est du push, l'inbound, c'est du pull. Push-pull. Est-ce que j'attire le client pour qu'il vienne chez moi parce que mon offre l'intéresse, parce que ma relation consommateur ou client l'intéresse, ou est-ce que je vais aller de l'outbound, c'est-à-dire je vais lancer des actions publicitaires, promotionnelles, et en espérant effectivement que ça va l'intéresser et qu'il puisse venir chez moi. D'accord, qu'il puisse venir chez moi. Alors, la logique maintenant de la pratique au sein des entreprises, notamment au Maroc, va vers l'inbound marketing de manière assez intéressante. De plus en plus d'ailleurs d'entreprises, quand elles montent leur stratégie marketing digitale, forcément elles mettent en avant un ensemble de pratiques inbound marketing. Bien que je ne vous cache pas, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs structures aujourd'hui qui mixent un petit peu les deux. C'est-à-dire concrètement, en outbound, certaines marques vont activer des leviers traditionnels de style publicité média, hors média, des presses, etc. Des campagnes d'emailing, de l'achat d'espaces publicitaires, de la publicité sur lieu de vente, la PLV, des liens sponsorisés, des publicités sociales, etc. Donc ça, c'est de l'outbound marketing qu'on appelle donc des leviers traditionnels. Et en parallèle à cela, quand on est souvent dans une stratégie mixte, parce que n'oubliez pas que tout ça dépend bien sûr de la cible visée. Donc si je touche des clients totalement différents, entre génération X, Y, Z et alpha, donc forcément, j'ai intérêt peut-être à mixer, on va dire, les deux. Et puis bien sûr, en inbound marketing, classiquement, on va utiliser, comme je disais tout à l'heure, les blogs, des sites web, des réseaux sociaux, un référencement naturel, les newsletters, des études de cas, des vidéos, des podcasts. Tout ça constitue de l'inbound marketing qui va, rappelez-vous, être un ensemble d'actions initiées par l'entreprise, par la marque. Ces actions-là et ces supports-là utilisés vont séduire des clients, vont attirer des clients qui vont venir découvrir tout ça avec des abonnements sur des podcasts, des abonnements sur des newsletters, un ensemble de blogs, etc. Et créer une communauté qui va parler de la marque, qui va consommer les produits de la marque, etc. Voilà, c'est un peu l'approche générale qui va nous intéresser ici. Alors, sur l'inbound marketing, quand même, certains points peut-être à préciser. Sur 70% des acheteurs B2B, écoutez bien, 70% des acheteurs B2B font leur recherche sur le vendeur avant de passer l'acte d'achat. On est en B2B, pas en B2C. Aujourd'hui, avant d'acheter, je vais me renseigner globalement sur ce vendeur-là pour pouvoir m'assurer de sa crédibilité, de sa présence sur les réseaux, sur son offre et tout ça. Les entreprises qui font un blog actif, c'est un blog qui est effectivement dynamique, par exemple, avec des changements, des modifications 2 fois par mois, par exemple, au minimum, vont générer plus de leads, de contacts que les entreprises ne maintiennent pas un blog. Là, je suis toujours en B2B, bien sûr. Donc là, vous voyez bien que ici, l'impact
contact d'un blog peut être assez intéressant, pouvoir générer des leads et transformer ces leads, les qualifier et transformer en clients. Alors, les entreprises qui vont bloguer 5 à 6 fois par mois doublent leurs leads, et ensuite les entreprises qui utilisent les marketing automation, d'accord, augmentent jusqu'à 451%, ce qui est énorme, la qualification de leurs leads, donc des leads qui effectivement vont être transformés encore une fois en contacts actifs et donc éventuellement en commande de clientèle. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'impact du inbound marketing tel que vous pouvez le voir, avec une action très efficace, on va dire, sur le consommateur et sur les clients. Alors, au-delà de l'inbound marketing, il y a également, bien sûr, j'en ai parlé dans les 6 points, il y a le point 4 qui concerne les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, ça, c'est, comment je veux dire, il est important pour l'entreprise de réfléchir, ou en tout cas de se poser la question, où sont mes clients? D'accord, de par la clientèle que je vise, une fois que j'ai fait ma segmentation, de par mon offre et tout ça, où sont mes clients? Quelle est la plateforme qu'ils utilisent le plus? Est-ce qu'ils sont sur Facebook? Est-ce qu'ils sont sur Instagram? Est-ce qu'ils sont sur TikTok? Est-ce qu'ils sont sur YouTube? D'ailleurs, c'est assez intéressant, vous le connaissez, vous le savez très certainement, chacune de ces plateformes différentes vise une clientèle totalement différente, entre une tranche d'âge, etc. Aujourd'hui, les plus jeunes, vous le savez mieux que moi, vont être principalement sur TikTok. WhatsApp reste, ou LinkedIn, reste professionnel avec LinkedIn, bon, juste pour la parenthèse, LinkedIn est en train de changer un peu de paradigme, il est en train de se Facebooker un petit peu, et voilà, il sort un petit peu de son objectif premier. Voilà, donc où sont mes clients? C'est une première question. Quelles sont les plateformes sur lesquelles ils sont présents? Pour une raison très simple, c'est que j'ai besoin, s'ils sont sur TikTok, j'ai intérêt effectivement à les toucher à travers TikTok. S'ils sont sur Facebook ou sur autre chose, j'ai intérêt effectivement à y être présent. Alors, comment interagissent-ils avec les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils y sont sur une précise journée? Est-ce qu'ils y sont en continu? Est-ce qu'ils y sont en soirée? Est-ce qu'ils sont en journée? Voilà, donc ça, c'est des questions à se poser aussi pour adapter encore une fois nos actions à ces cibles-là. N'oublie pas que chaque public a ses particularités, donc il faudra observer de manière assez soutenue et puis continue, parce que le comportement des followers, le comportement du client en général évolue très très vite, donc il faut rester en alerte, en veille continue. Donc je disais, il faudra observer le comportement des followers pour bien comprendre où et à quelle heure on peut toucher l'audience cible, d'accord. Et bien sûr, en conséquence, produire le contenu qui touchera le plus d'accord, ces clients-là. Alors, le contenu peut être, alors souvent, ce qui marche le plus maintenant, c'est tout ce qui est animation, tout ce qui est vidéo, etc. Mais on a des blogs qui peuvent être plus on va dire intellectuels, entre guillemets, qui vont être plus, ou des podcasts qui vont être plus d'un certain niveau adaptés à des clients particuliers. Voilà, donc le contenu, il faudra l'adapter forcément à la cible, c'est évident. Alors, autre composante, autre action, autre point clé pour pouvoir réussir la stratégie marketing digitale, c'est bien sûr la publicité en ligne. Et donc la publicité en ligne, et on va avoir l'occasion d'en parler. Aujourd'hui, la publicité en ligne permet, contrairement à la publicité traditionnelle, elle permet un ciblage particulier, très précis, très impactant, d'accord. Classiquement, quand une publicité standard passe à la télévision, effectivement, on a tendance souvent à zapper, d'accord, pour pouvoir éviter la publicité et reprendre juste après. Aujourd'hui, les publicités sont ciblées, elles sont même imposées. Quand vous êtes en train de regarder une vidéo, d'accord, sur YouTube, ben forcément, à un moment dans la vidéo, au milieu de la vidéo, il y a une publicité qui sort et vous êtes obligé de regarder la vidéo qui va durer quelques secondes. Vous ne pouvez pas zapper, vous êtes obligé, d'accord, de la suivre. Donc, l'impact est beaucoup plus important, d'accord. Le ciblage est plus précis. On peut orienter également en fonction de la cible qui regarde d'accord, le contenu, quel qu'il soit, mieux la cibler. Alors, la logique de la publicité également en ligne peut être analysée rapidement, parce qu'on peut sortir un petit peu un certain nombre d'outils, à travers des outils d'analyse des informations, et peut-être optimisée, d'accord, ça aussi c'est important, d'accord, optimiser en termes de temps de passage, de durée de passage, disons, de contenu à passer, et avec une fluidité, une rapidité assez intéressante. Alors, ça permet également de toucher les bonnes personnes au bon moment. Ça aussi, c'est un point important que n'offre pas du tout la publicité traditionnelle. Il faut le garder à l'esprit. Aujourd'hui, quand je suis sur, d'accord, une publicité sur, d'accord, Google Ads, sur Facebook Ads, etc., on est sur on va toucher communauté particulière, qui est intéressée par une thématique particulière, un moment particulier. Et donc, forcément, on est sur un ciblage, comme je disais tout à l'heure, assez important. Elle permet de calculer plus facilement le return on investment, le ROI, c'est le retour sur investissement. Tout ça a un coût, bien sûr. Et puis, en face, il y a bien sûr entre guillemets, un coût en termes d'investissement, mais en face, il y a une certaine rentabilité et en termes de chiffre, de commandes, etc. Et donc, forcément, là aussi, avec un ensemble d'outils qui permettent de mesurer le ROI.
Alors, l'impact, d'accord, peut être immédiat dans la publicité, d'accord, parce que le client, quand il a touché la publicité, il va cliquer sur un lien, il va passer commande, il va peut-être recommander, il va liker. Donc, tout ça, c'est des impacts certes différents, mais qui peuvent être aussi immédiats. Alors, la publicité en ligne, vous le pensez bien, elle permet une visibilité de la marque garantie à travers les différentes plateformes qu'on a discuté et que vous connaissez. Et puis, bien sûr, l'impact peut être soit local ou global. C'est aujourd'hui une publicité qui va passer sur YouTube. Ben, elle peut impacter, n'est-ce pas, aussi bien les Marocains que d'autres pays, etc., d'autres clientèles sous d'autres cieux. Et donc, l'annonce peut être facilement généralisable, on va dire, soit par une approche globale ou locale. Un sixième élément essentiel dans la stratégie digitale, s'il vous plaît, important à garder à l'esprit, c'est la gestion du contenu. D'accord, la gestion de contenu, comme je le disais tout à l'heure. Alors, la logique de contenu est importante. Donc, il va falloir définir des objectifs marketing de contenu en alignement, on va dire, avec vos objectifs commerciaux. Ça, c'est un point important. Vous avez des objectifs commerciaux en termes de vente. Donc, forcément, votre contenu doit être adapté totalement à votre offre produit, à votre offre service. Donc, il faut qu'il y ait quand même un alignement par rapport à cela. Il faut créer du contenu pour chacune des cibles visées. Ça, c'est aussi un point essentiel. Encore une fois, vous pouvez avoir des cibles différentes qui sont intéressées par des thématiques et des contenus totalement différents. Et vous devez être capable de répondre à chacune de ces cibles-là, tout en gardant une cohérence, d'accord, dans votre contenu, une cohérence marketing, d'accord, global. Alors, il faudrait également proposer pas uniquement des contenus payants, mais également des contenus gratuits pour donner envie aux clients de revenir. Et ces clients gratuits doivent être de haute qualité, d'accord. J'ai eu l'occasion de voir certains sites, effectivement, où tout ce qui est gratuit va être de qualité moyenne, et dès lors que vous payez, vous passez sur des choses plus intéressantes. Donc, il faut quand même proposer aux clients des contenus gratuits et de haute qualité, quitte à l'intéresser pour pouvoir aller vers des approches payantes. D'accord, disons, de prescrire. Alors, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, dans les contenus les plus impactants, il y a beaucoup de vidéos et des animations. C'est beaucoup plus intense. Le message texte, on ne fera pas que des vidéos ou des animations. Certains contenus s'y prêtent plus facilement que d'autres. Mais on le voit dans regardez dans les conférences, etc. Tous les messages, on va dire, toutes les entreprises, quelle que soit leur secteur d'activité, elles vont quand même faire de la vidéo, des animations, mais elles peuvent éventuellement appuyer ça avec des choses différentes, d'accord, du texte ou autre chose, d'accord. Alors, quelques exemples maintenant de contenu pour pouvoir, je regarde l'heure en même temps que je vous parle pour respecter le temps qui m'était imparti. Alors, quelques exemples, je disais donc de contenu, voilà, donc quelques exemples intéressants. Bon, vous devez connaître les fameux podcasts aujourd'hui qui sont assez généralisés. Vous avez des ateliers vidéo, vous avez toutes ces recettes de menus, d'accord, en fonction des sur l'activité, c'est juste dans la partie démonstrative de restauration. Tout ce qui est livre électronique, magazine en ligne, gratuit, tout ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes en termes de contenu pour pouvoir donner l'envie aux clients. Planificateur et calendrier qui permettent effectivement là aussi de planifier effectivement l'ensemble de rendez-vous avec les clients pour le lancement de produits ou autres, des tutos, des success stories effectivement de certains clients, du contenu de blog de professionnels qui vont prescrire le produit, etc., etc. Il y a plusieurs effectivement exemples différents. Mais gardez à l'esprit qu'il faut qu'il y ait, encore une fois, je l'avais dit tout à l'heure, une logique de cohérence en toutes ces actions-là. Tout ce contenu doit être cohérent, et l'ensemble des 6 points que j'ai présentés, d'accord, depuis tout à l'heure, il faut qu'il y ait une cohérence, d'accord. C'est des choses qui sont complémentaires, d'accord. Le SEO, l'inbound marketing, le site web, le blog, tout ça, d'accord, la publicité en ligne, tout ça doit garder quand même une cohérence globale pour passer un message, encore une fois, fluide aux clients qui puissent adhérer totalement. Alors, ça, c'est un petit peu les 6 étapes que j'avais envie de partager avec vous. Maintenant, pour ce qui est de la partie tendance, qui était le dernier point que j'avais prévu discuter cette matinée avec vous, en fait, bon, les tendances, je vais montrer quelques, disons, grandes pistes qui sont aujourd'hui en vogue et qui, à mon sens, vont certainement continuer. Mais vous allez voir que c'est des choses qui évoluent. On est vraiment dans un domaine, je veux dire comme ça, qui évolue très, très vite. Et il est important
d'être, comme je disais tout à l'heure, en alerte, en continu, en veille, pour voir, disons, coller aux tendances. Alors, ce qui marche aujourd'hui de plus en plus, c'est tout ce qui est hyper-personnalisation, d'accord? Aujourd'hui, les marques cherchent à extraire un ensemble d'accord, ce qu'on appelle les empreintes de données, d'accord, à travers des algorithmes sur le client. Et l'idée, c'est d'arriver à offrir au client, d'accord, des choses vraiment très, très personnalisées en termes d'expérience, vraiment taillées sur mesure, comme je dis ici. Cette hyper-personnalisation, le digital la permet et c'est une attente réelle. Le client veut des choses très, très personnalisées, de plus en plus personnalisées. La couverture vidéo, d'accord, classique en direct, les événements en ligne deviennent de plus en plus aujourd'hui les outils marketing de base. Et comme je disais tout à l'heure en introduction, l'internet devient un web média. Et donc, le fait effectivement de partager des choses on continue avec lui, permettent effectivement cette interactivité et ce partage d'informations. Le marketing social et la publicité native payante, d'accord, aujourd'hui, ça aussi, c'est des choses qui sont présentes. Le marketing social prend de plus en plus de place. Le marketing social, c'est marketing utilisé à travers les réseaux sociaux. Et la tendance, effectivement, d'accord, se fait de plus en plus présente. L'intelligence artificielle aussi, qui prend de plus en plus de place dans le quotidien des entreprises dans le quotidien des entreprises, mais également dans le quotidien des consommateurs. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on va la retrouver, d'accord, présente dans nos maisons, d'accord, à travers Alexia, à travers les HomePod, etc. d'Apple, qui permettent effectivement, à travers des différents supports, d'échanger avec une intelligence artificielle pour pouvoir prendre en charge un certain nombre de besoins. Et les entreprises profitent un petit peu de ce besoin-là, on va dire, pour pouvoir développer des offres adaptées. Et puis, bien sûr, créer de l'utilité pour le consommateur avec des messages personnalisés. Aujourd'hui, messages personnalisés, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook, Messenger, etc., ou Snapchat. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises utilisent des messages mobiles personnalisés qui vont toucher le client. En fait, le client, quel qu'il soit, il est profilé et donc il a un profil bien précis. Et en fonction de ce profil-là, on va essayer effectivement de lui passer un message très, très, très adapté, on va dire, à son besoin. Autre tendance également que je voudrais discuter avec vous, qui à mon sens vont certainement avoir plein de succès sur les années à venir, c'est tout ce qui est boutique en ligne dans les endroits physiques. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, comme qu'aujourd'hui le client il est en omnicanalité comme j'avais présenté l'heure. Donc on va avoir dans les magasins physiques des boutiques en ligne qui permettent effectivement aux clients d'accéder à l'information en parallèle. Vous avez le téléachat 2.0 qui commence à se développer énormément, donc sur nos smartphones, sur nos plateformes, etc., digitales. Le téléachat qui a eu un franc succès pendant les années 80, qui commence à se digitaliser aussi et à aller vers des choses un peu plus pointues, d'accord, sur des différents supports, d'accord, de vente. La recherche vocale, j'en ai parlé tout à l'heure, qui commence à se développer. De plus en plus maintenant de marques développent cette possibilité de plateformes et de moteurs de recherche. Le e-commerce est une tendance également qui s'installe de plus en plus. Le e-commerce, je rappelle, c'est la possibilité effectivement de revendre en fait un produit. Il y a une tendance de plus en plus maintenant, peut-être de prise en charge, de prise en conscience plutôt du client, du consommateur, par rapport à le côté éthique, le côté consommation responsable, etc. Donc, au lieu d'acheter du neuf, on va acheter, d'accord, des produits recyclés, des produits, d'accord, qui ont des produits d'accord anciens, etc. Et donc, le e-commerce, je cherchais le mot, mais je l'ai perdu. Donc, le e-commerce, c'est une tendance là aussi qui se développe et beaucoup de plus en plus d'entreprises s'inscrivent un peu dans cette tendance-là et créent un marché parallèle de produits d'occasion, d'accord, de vente d'occasion. Et c'est des produits qui vont être, d'accord, reconditionnés et revendus à une clientèle. Alors, on le retrouve dans le vêtement, on le retrouve dans l'électronique, on le retrouve dans l'automobile. Cette tendance de e-commerce, à mon avis, c'est des choses qui vont se développer. Alors, l'e-commerce éthique, j'en parlais rapidement, ça aussi, c'est une tendance auquel s'intéressent de plus en plus d'entreprises. La consommation éthique, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur peut accéder à des achats à travers une analyse, disons, du produit. Vous savez, il y a plein d'applications maintenant, et moi, je m'amuse chaque fois que je vois des personnes pendant qu'elles font leurs courses dans les supermarchés au Maroc, avec leur smartphone en train d'analyser le code à barre pour vérifier effectivement quelle est la note de la marque. D'accord, la note que la marque a obtenue sur Yuka ou sur d'autres applications. Et ce e-commerce éthique
commence effectivement à être présent. Donc, on va le retrouver dans le comportement physique réellement, à travers ce que je viens d'expliquer à l'instant, mais également à travers des recherches sur Internet pour voir si une entreprise respecte ou ne respecte pas l'ensemble d'éléments d'accord, éthiques, éco-responsables, protection de l'environnement, protection des enfants, plein de… Le côté éthique est très large comme composante. Alors, autre élément intéressant, c'est tout ce qui est réalité augmentée. Donc là aussi, c'est une tendance qui s'installe de plus en plus, réalité augmentée, d'accord, qui à mon sens va avec le projet de Meta, enfin l'ex-Facebook, je rappelle, désormais en même temps Facebook, de métavers, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui vont, à mon avis, sur les années à venir, prendre davantage disons, de poids et de présence dans notre quotidien. Aujourd'hui, c'est des chantiers, on a l'impression que c'est de la science-fiction, mais c'est des choses qui vont très vite arriver dans nos vies respectives et qui vont certainement encore plus impacter notre façon de faire du marketing, n'est-ce pas, et toucher les clients. L'intelligence artificielle, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est là aussi très présente. Et puis le social selling, d'accord, aujourd'hui, qui est toujours plus populaire, qui consiste effectivement à ce qu'il y ait effectivement en relation C2C des consommateurs qui vont vendre leurs produits entre eux, d'accord, création de communauté, clients, fournisseurs, à travers les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est un petit peu les principales tendances. Alors certainement la liste que je suis en train de partager avec vous n'est pas du tout exhaustive, mais en tout cas c'était les points que j'avais envie de partager. Adib, je suis désolé, j'ai dépassé de 10 minutes par rapport à ce que j'avais prévu initialement. D'accord, Pas de souci, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci M. Sibete. Vraiment, c'était un réel plaisir de vous écouter parce que bon, le digital, c'est un grand domaine qui d'ailleurs en fait est venu quelque part bousculer le marketing en général. Et il faut dire que Corona a été plus un levier, accélérateur. Tout à fait accélérateur du digital en fait dans le monde entier et entre autres certainement au Maroc. Désolé pour mon petit rhume, enfin j'espère que c'est pas Corona. Non, je suis sûr que c'est pas le cas. Voilà. Alors, merci mesdames et messieurs d'être aussi nombreux en fait avec nous pour le marketing digital. Et d'ailleurs, en fait, le témoignage, il vient plus ou moins des questions que vous avez posées. Et il y en a pas mal. Avec votre permission, CSBT, un dire deux tournées de questions. Une première de 3-4 et une deuxième de 3-4. Alors, peut-être par exemple, je peux commencer par une. D'accord. Oui. Alors, Ankar Abdelmounnaim, si je ne me trompe pas, il dit « Le marketing digital est nécessaire pour les entreprises. Est-il suffisant pour booster les ventes ?» Alors, est-ce que le marketing digital est nécessaire? Oui, très certainement. Oui, très certainement. Est-ce qu'il est suffisant? Alors, il faut qu'on soit très pragmatique, mes amis. Le marketing n'est qu'un outil, qu'il soit digital ou pas, c'est qu'un outil. Un outil, effectivement, pour pouvoir valoriser ses produits, communiquer avec le client, interchanger, etc., comme on a été expliqué. Mais il ne peut pas se substituer au produit, au service lui-même. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais valoriser un produit, mais vous pensez bien que si je valorise à travers le marketing digital et que le client est séduit par mon produit, mais qu'il le consomme et qu'il est, comment dirais-je, il est séduit parce que je valorise, mais que quand il le consomme, il est totalement insatisfait, totalement déçu, forcément, il ne veut pas réacheter. D'accord? Donc, est-ce qu'il sera suffisant pour booster les ventes? Ça va permettre de booster les ventes, mais il faut se projeter au-delà de la vente. Aujourd'hui, pour moi, le marketing, il est là pour pouvoir servir la partie vente et commerciale, c'est certain, et concourir au développement des produits, mais il ne sera jamais suffisant. D'accord? Il faudrait que, effectivement, la conception du produit colle aux besoins du client. Il faut classiquement que le produit réponde, ou le service réponde aux besoins du client. Et puis, alors, c'est important. Moi, j'aime bien cette question-là parce qu'elle est fondamentale. Le marketing digital, j'ai presque envie de dire qu'il est à double tranchant pour une entreprise. Je m'explique. Autant il est facile pour une entreprise, à travers ce que nous avons vu ensemble, de développer des outils pour pouvoir toucher les clients, d'accord, l'intéresser et développer une relation avec lui. Autant le client, le consommateur visé, comme il a à sa disposition tous ces outils-là, dès qu'il est insatisfait, d'accord, ben, il va disliker, d'accord, il va disliker et il va effectivement parler en mal de notre produit, il va en parler à toute sa communauté, il va en parler sur les réseaux sociaux et donc forcément la réputation de l'entreprise va être là, ce qu'on appelle irréputation d'ailleurs, va être totalement impactée et forcément voilà, les conséquences sur l'image de marque vont être assez graves. Donc voilà, double tranchant, gardez à l'esprit. Il n'est pas suffisant pour pouvoir booster les ventes. Il est peut-être utile, oui, mais il ne sera pas le seul qui va permettre de booster les ventes. Donc il faut que le produit suive aussi. Merci beaucoup, Mourad. Alors, une deuxième question d'un certain Hamza. Il dit est-ce que le marketing dit classique peut céder sa place au marketing digital, surtout dans le contexte marocain où le consommateur n'est pas encore prêt
à la digitalisation totale. Je répète, Hassan Mourad. Ah oui, d'accord, oui, oui, non, Alors, non, j'ai bien entendu, j'ai bien entendu. ok. Oui, 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 non, j'ai parfaitement entendu. Alors, c'est une question intéressante, j'étais en train de chercher, j'avais un slide qui prépare ça, mais bon, j'aurais aimé partager un slide. Alors, est-ce que le marketing digital va se substituer, n'est-ce pas? Non, classique va suffire au digital. Est-ce que le digital va se substituer au classique, c'est ça? Ah, tout à fait, oui, pardon, oui, c'est ça, ouais. Voilà, c'est ça, voilà. Ouais, Alors, pardon. regardez, oui, tout à fait. Alors, analysons ensemble, là, notre ami pose la question de manière assez pragmatique et rationnelle sur le marché marocain. Analysons le marché marocain. Il y a, disons, très présentement, aujourd'hui, comment je vais dire ça, pas une confrontation, mais disons la présence sur plusieurs marchés d'entreprises de deux typologies de clientèle. Je me permets de manière schématique de présenter les choses ainsi. Deux types de clients totalement différents. Vous avez, nous les anciens, d'accord, qui sommes encore sur d'accord, les vieux, nous sommes encore la génération XY, d'accord, qui sommes encore attachés, on va dire, au support traditionnel, et donc les médias traditionnels, la télé, j'y pense, etc., disons, gardent encore une place assez particulière chez beaucoup de consommateurs marocains. Et puis vous avez une autre génération, un autre bloc, je vais l'appeler comme ça, donc deux grands blocs qui se confrontent un petit peu, un deuxième bloc qui est totalement détaché des médias traditionnels. Et donc, ceux-là, je ne pourrais pas les toucher à travers la télévision. Aujourd'hui, quand vous regardez le programme et nos publicités qui passent à la télévision, bah, la plupart des produits vont toucher justement la première génération dont je parlais, d'accord, les anciens, et certainement pas les jeunes. D'accord. Donc aujourd'hui, les entreprises, à date d'aujourd'hui, vivent ce dilemme à savoir quelle clientèle utiliser et comment pouvoir les toucher. Certaines, comme je disais tout à l'heure, vont faire du l'inbound marketing pour toucher la génération d'accord, connectée et l'outbound marketing pour toucher la génération traditionnelle. D'accord. On peut avoir, disons, une cohabitation des deux stratégies marketing, je l'avais dit tout à l'heure. Mais je pense qu'aujourd'hui, le marketing traditionnel, disons, les actions traditionnelles ont encore quelques années devant elles et vont continuer à toucher parce qu'on a une bonne clientèle. Certes, on a beaucoup de clients qui sont sur l'ancienne génération qui sont sur leur téléphone, etc. Avec WhatsApp et tout ça, mais ils restent attachés quand même à du traditionnel. Voilà, donc ça, c'est les éléments de réponse. Et de toute façon, en fait, demain, on va assister à ce qui est de la métaverse. C'est un autre. Alors métaverse, oui. Alors métaverse, c'est un autre. Alors la métaverse va être complètement un autre monde, d'accord. Là, quand on entend un petit peu et on lit ce qui est prévu, moi je vous dis, c'est vraiment de la science-fiction. Maintenant, est-ce que tel que présenté par Zuckerberg, le patron de Meta, je rappelle, est-ce qu'on va aller vers, est-ce qu'on va commencer à consommer avec nos masques virtuels pour aller dans des rencontres, d'accord, voilà, sur un métavers, sur un univers parallèle? Je sais pas. Bon, il faut voir. En tout cas, on verra, on verra. Je sais pas. Moi, je suis pas très, disons, fan de tout ça, mais on verra. Mais le futur, on passera vraiment, c'est-à-dire changer, c'est-à-dire le digital va encore bouleverser plus en fait nos comportements. D'où la Très transition de certainement. cette question. Alors, une certaine Najwa Smeda qui dit merci, monsieur, professeur Mourad CBT, pour cette panoplie de concepts fondamentaux du digital marketing. Cependant, j'ai une petite question. En dehors de tous les bénéfices du digital marketing que vous voulez nous présenter, quel est l'impact négatif du digital sur le comportement des consommateurs et le business model des entreprises? Merci. Très bien. Alors, il est certain que comme toute nouveauté, on va dire, il y a des points positifs et des points négatifs, d'accord? Alors, le marketing digital aujourd'hui, peut-être une des critiques qu'on entend très souvent, d'accord, marketing digital, c'est qu'il s'immisce de plus en plus dans nos vies, d'accord? Regardez juste pour comprendre un petit peu notre dépendance par rapport aux réseaux sociaux. Il y a quelque temps, les réseaux sociaux, je pense à Facebook, a été arrêté pendant 6 heures. D'accord? Et ça a perturbé le fonctionnement de plusieurs sociétés à l'échelle mondiale. Ça a perturbé le fonctionnement effectivement opérationnel de plusieurs entreprises et ça a perturbé le fonctionnement quotidien de plusieurs internautes. Le fait d'être aussi dépendant de plateformes, de plateformes de recherche, de moteurs de recherche, etc., de réseaux sociaux, peut être très préjudiciable effectivement pour certaines entreprises si elles construisent effectivement toute leur stratégie marketing exclusivement sur ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si je suis que sur rappelez-vous tout à l'heure, j'avais présenté une chose intéressante, j'avais parlé de typologie disons, de réseaux sociaux. J'avais dit effectivement qu'il y avait des médias achetés, hein, je partage l'écran pour nos amis, des médias achetés, des médias détenus et puis des médias gagnés. Alors, les médias détenus, c'est l'entreprise qui les gère, mais tout ce qui est acheté, donc les paid et les earn, d'accord, nous sommes dépendants des réseaux sociaux, des plateformes, etc. Donc, le revers de la médaille, quel est-il? C'est que dès lors que Facebook
ferme le robinet, on va dire, il est d'accord, il est shut down, d'accord, hors service, ou qu'il oriente peut-être, d'ailleurs c'est l'actualité aujourd'hui, puisqu'on parle de la guerre, d'accord, Russie et Ukraine, et qu'il oriente un certain nombre d'accord de consommateurs vers un état d'esprit imposé par des publicitaires, etc. Donc, on n'est plus dans une logique, disons, de libre arbitre, on est dans des choix conditionnés par les publicitaires. Et plus les publicitaires y payent, plus vous devez comprendre tout ce que aujourd'hui un réseau social tel que Facebook, il a des algorithmes. Et les algorithmes, ils sont là pour développer leur business. Donc, plus il y a du business à faire, plus effectivement l'algorithme orientera vers les sites qui rapporteront le plus d'argent et de bénéfices à ces réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Je parle de Facebook, mais ça peut être également le cas des autres. Et donc forcément, le consommateur n'a plus réellement ce libre arbitre. Il est vraiment orienté, conditionné, d'accord, dans ses choix, d'accord. Et puis un élément qui est assez hallucinant, c'est l'impact peut-être, j'ai presque envie de dire social, entre les individus. On est content d'avoir d'accord des milliers d'amis sur les réseaux sociaux, mais qu'en est-il dans la réalité? D'accord, tout ça c'est virtuel. À un moment on se dit hop, j'éteins mon Facebook et puis je commence à chercher mes amis, et où sont-ils? D'accord, donc là c'est quand même, il faut rester quand même vigilant par rapport à tout cela. Il est important disons de s'inscrire dans ces tendances-là, mais certaines structures, certaines entreprises doivent rester quand même très vigilantes par rapport à l'excès d'accord, de l'impact, n'est-ce pas, et les conséquences de l'impact sur le consommateur, sur la vie de chacun. Okay. Enfin, pour dire aussi, la CCBT, c'est que avec les réseaux sociaux, par exemple, actuellement, on a commencé avec le Facebook, après on est passé vers Snapchat, après on fait du Instagram, maintenant c'est du TikTok. C'est-à-dire, en fait, même le consommateur, quelque part, n'est plus aussi fidèle aux marques et il devient de plus en plus volatile. C'est-à-dire, en fait, le lien entre marketing qui a déjà été loué avec le consommateur comme du banc classique, il a changé de plus en plus. Et c'est difficile de contenir, en fait, de laisser le consommateur près, en fait, de la marque. Alors, tu as raison, mais Adib, pour rappeler à nos amis, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai présenté l'histoire des générations. Aujourd'hui, il y a une analyse très détaillée, d'accord, vous trouverez rapidement ça sur Internet si ça vous intéresse, sur les utilisateurs des réseaux sociaux. Et on va voir que le profil d'utilisateur Facebook est totalement différent que celui de TikTok. Aujourd'hui, ce qui fait la force du réseau chinois TikTok, c'est qu'il touche effectivement de plus en plus de jeunes qui étaient au départ sur Facebook, qui ont peut-être de Facebook ont basculé vers peut-être sur Snapchat ou sur Instagram. Et donc on est sur une migration de ces cibles-là de ces générations, pour être plus correct, vers des nouvelles plateformes, des nouveaux réseaux sociaux. Oui, tu as raison. Alors demain on verra. Aujourd'hui on parle de TikTok, mais certainement il y aura 300 autres nouveaux sites, d'accord. Et on verra avec le métaverse dont tu parlais tout à l'heure ce que ça va donner. C'est sûr. Franchement, merci mesdames pour beaucoup de questions. Peut-être avec votre permission, si Mourad une ou deux de plus. Oui, bien sûr, avec plaisir, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, une qui dit, enfin c'est anonyme, pourquoi la digitalisation avance bien dans le commercial, mais pas dans les services publics? Enfin, c'est une question assez profonde et... Alors, c'est intéressant, c'est une question intéressante. Alors, écoutez, la digitalisation, moi je ne vous cache pas, je travaille beaucoup avec beaucoup de structures dans ce sens-là. Touche aujourd'hui, il faut qu'on soit très là aussi rationnel. Touche aussi bien, bien sûr, beaucoup le privé parce que c'est une dynamique lucrative qui est recherchée derrière tout ça. Mais de plus en plus d'administrations ont lancé des projets de digitalisation. Aujourd'hui, cette transformation digitale concerne de plus en plus d'entreprises marocaines, d'organisations marocaines, publiques, j'entends, des administrations marocaines qui sont aujourd'hui de plus en plus dans le digital. Ne serait-ce que regarder, par exemple, vous voulez refaire un petit peu aujourd'hui, refaire votre permis, vous voulez effectivement payer votre vignette, vous voulez effectivement régler d'accord des taxes, des impôts ou une infraction d'accord d'un radar fixe. Aujourd'hui, de plus en plus d'administrations, on parle de e-gov, d'accord, pour valoriser un peu tout ça. De plus en plus d'administrations donc offrent aux citoyens marocains, à l'administré donc, la possibilité d'accéder à l'information, d'accord, télécharger des attestations, je pense à la partie foncière, télécharger, payer, comme je disais tout à l'heure, des taxes et impôts. Donc non, aujourd'hui, ça commence à être généralisé de plus en plus, d'accord, et à se digitaliser de plus en plus, ok. Donc, les emprises, oui, mais également les administrations publiques qui commencent à y aller de plus en plus au Maroc. Mais c'est vrai, en fait, le Maroc a pris ce virage en fait, digital et même enfin, a été vraiment modernisé, on va dire, de plus en plus. Et tant mieux, quelque part, pour faciliter la vie en fait, aux citoyens, in fine.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. une petite dernière question, et celle-là un peu trop technique, mais c'est pas plus mal dans le sens où on peut en fait expliquer aux auditeurs la différence entre le SEO et SIA, dans le sens, en fait, les référencements naturels sont payants, de la part de Monsieur Mustapha. D'accord, Très oui, technique, bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, regardez, c'est très, très simple. Je vais me permettre de revenir rapidement sur ce que j'avais présenté tout à l'heure, sur l'approche globale avec la conséquence de cela. Alors, le SEO et SIA, c'est quoi? C'est très simple. Aujourd'hui, une entreprise, quand elle veut être référencée dans un site de recherche, dans un moteur de recherche, d'accord? Alors, Search Engine, c'est moteur de recherche, d'accord? Donc, tous les SI, c'est Search Engine, d'accord? Donc, moteur de recherche. Et les moteurs de recherche offrent des possibilités, je pense à Google principalement, puisque ça représente le plus gros de nos moteurs de recherche. Il donne la possibilité aux entreprises soit d'être en référencement naturel, c'est-à-dire sans payer. Je cherche par exemple un restaurant à Rabat, puisqu'on est à Rabat, ben effectivement, il va me sortir la liste des restaurants, d'accord, sur la base d'un algorithme en allant puiser dans des sites web, en allant puiser dans les réseaux sociaux, etc. Il va aller multiplier disons, les sources d'informations pour pouvoir sortir une liste. Bien. Sauf que certaines entreprises, rappelez-vous, nous sommes dans des business models où on paye, c'est les annonceurs qui payent, d'accord? Donc aujourd'hui, Google fait tout son argent, les réseaux Facebook fait tout son argent, et ils font de très très gros chiffres d'affaires grâce aux publicités, entre autres, d'accord? Alors, donc le business model de Google, si je reste dessus, il a intérêt quand même à faire payer certaines marques, certaines entreprises, pour qu'elles soient présentes en liste d'accord, en tête de liste. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup de clients, quand on fait une recherche, il y a plusieurs pages. Et beaucoup de clients, d'internautes donc, ne vont pas au-delà de la première page. Et donc, les entreprises, les marques, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, écoutez, on a intérêt à être sur cette première page. Et Google, c'est ce qu'ils leur vont. Ils leur disent, écoutez, si vous voulez être dans le top 3, ou le top 4, ou le top 5, en tout cas dans tête de liste, ben, il faut passer à la caisse. Et donc, ils vont payer, donc ils vont intégrer un certain nombre de mots-clés dans l'algorithme d'accord, de Google. Et quand vous faites une recherche de restaurant marocain d'accord, à Rabat, forcément, d'accord, pour ceux qui répondent à ces critères-là et qui sont dans la tête de liste et qui sont pas qui ont payé, voilà, seront forcément en tête de liste. Les autres vont venir, d'accord, en SEA, d'accord, c'est un référencement en SEO, pardon, naturel, et ce référencement naturel, donc Search Engine Optimization, rappel, seront listés en fonction des critères. Et donc, encore une fois, c'est des mots-clés qui sont classés, qui sont identifiés par l'algorithme de Google pour classer, d'accord, en termes de pertinence. Souvent, c'est le mot pertinence qui revient, d'accord, de pertinence qui va revenir. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de notre ami, sans rentrer de choses très, très techniques, j'essaie de rappeler un peu cela. Et voilà, pardon, je voulais juste, et voilà, donc ça donne ça en fait, pour revenir à expliciter un peu ce que j'avais présenté, ça donne ça en fait finalement. Donc vous avez, quand vous faites une recherche sur n'importe quel terme, donc les premières, les marques ou les entreprises ou les d'accord qui ont payé vont se retrouver en tête de liste, comme je disais, et les autres vont découler plus bas. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre ami. Si, parfaitement, c'est SBT. En tout cas, merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne, on va dire, sur les fondamentaux du marketing digital. Et que maintenant, si on a de faire un peu d'argent, on va dire, un peu de digital, il est fait pour ça, hein, parce qu'il y a pas mal de personnes qui s'y mettent. Et Corona oblige, on va dire, d'autres. Et en tout cas, merci beaucoup de m'avoir honoré, CSBT. Un réel plaisir de vous recevoir et de vous avoir parmi nous. Mesdames et messieurs, on vous donne rendez-vous en fait HEM et avec nos collègues de HEM Tanger, enfin pour le samedi prochain, Inch'Allah, le 12, avec Aziz Daouda, Sport et Éthique, qui en fait sera le 7e Inch'Allah séminaire de notre cycle de l'université citoyenne. Alors restez toujours connectés sur hmpassé.ma et encore une fois, CSBT, merci et à lui sur l'équipe. Merci. Derrière, merci, voilà. Merci Adi pour l'invitation, merci à toute l'équipe. J'espère que nos amis ont été intéressés par ça. Tout à fait. Beaucoup d'une équipe derrière. Merci à vous tous et à très bientôt. À très bientôt. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Merci. Merci Adi, mais à très bientôt. Au revoir.